Bonjour à tous, merci d'être là pour cette heure et demie. Je suis Pauline Lavoisier, responsable de la mission biodiversité agricole chez Noé, que je vais vous présenter dans quelques minutes. C'est le troisième et dernier webinaire de cette première série de webinaires Rapprocher les mondes naturalistes et agricoles. On va avoir aujourd'hui deux intervenants qui se présenteront un peu plus en détail tout à l'heure. Baptiste Camus du PNR des Cap et Marais de Pâle et Battle Karimi de Novasol. L'idée, c'est que je vais leur laisser présenter pendant une heure en animant la discussion, la collaboration qu'ils ont ensemble autour du diagnostic de la vie des sols dans le cadre d'un projet notamment d'agroforesterie. Et puis ensuite, donc ça doit se dérouler à peu près une heure. Et ensuite, on donnera une petite demi-heure pour les échanges avec la salle. Si vous avez des questions qui viennent au fur et à mesure, vous pouvez les mettre dans le chat, mais on gardera vraiment ces échanges pour la toute fin. Je vous commence par, juste avant de démarrer, une petite présentation très rapide de Noé pour ceux qui ne connaissent pas, et puis le contexte de pourquoi on organise cette session de webinaire. Noé, c'est une ONG qui a une vingtaine d'années, qui s'est donnée pour mission de préserver la biodiversité, d'agir pour la préservation de la biodiversité en France et à l'international. En France, du coup, on a des missions qui sont plutôt dédiées à la biodiversité qu'on dit ordinaire, celle qui nous entoure au quotidien, qu'on ne voit pas forcément et qui nous rend des services écosystémiques indispensables à notre vie, à notre bien-être, etc. Et donc, qui contient notamment une mission biodiversité agricole, celle que je pilote. Ensuite, à l'international, on est plutôt là sur de la conservation dite classique de la biodiversité, notamment certains États africains nous délèguent la gestion d'aires protégées. Voilà. Puis on travaille avec les communautés locales sur ces projets-là. Et puis enfin, on développe du coup cette série de webinaires. On a décidé de l'organiser dans le cadre de cette mission biodiversité agricole qui vise à agir pour la transition agroécologique, notamment des filières agroalimentaires. Donc habituellement, Noé travaille assez peu directement avec des agriculteurs, mais on est plutôt avec le reste de la chaîne de valeur, les coopératives, les négoces, les industriels, les distributeurs et puis des labels. Et on essaye de faire en sorte que tout ce monde-là se positionne comme accompagnateur et soutien de la transition agroécologique sur le terrain. On a beaucoup travaillé sur la question des indicateurs biodiversité pour piloter toutes ces démarches de transition agroécologique. Et ça nous a amené à ce besoin-là. Alors, pour avoir des indicateurs et des suivis de biodiversité, d'avoir des compétences naturalistes et d'écologues pour faire ces suivis, mais aussi pour pouvoir après en discuter sur quels changements de pratiques on met en place pour les améliorer, etc. Donc derrière ce mot naturaliste, voilà, c'est donc des naturalistes, des écologues, et on a lancé un annuaire qui est en ligne depuis janvier. Il y a une centaine de personnes qui sont inscrites, prêtes à travailler à le monde agricole, euh, qui sont du coup répertoriées en fonction de leurs compétences, voilà, plutôt botaniste, plutôt écologue de la vie du sol comme Battle qui est là aujourd'hui, plutôt ornithologue, etc., entomologiste. Et voilà. Les deux premiers webinaires, par exemple, étaient plutôt dédiés à des entomologistes. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la présentation de Noé. Je répondrai à vos questions si vous en avez à la fin, bien sûr. Et donc, on va pouvoir passer à la discussion avec Battle et Baptiste. Et du coup, on va ouvrir avec une présentation de Battle. Si tu veux bien nous présenter ta structure Novasol, qu'est-ce qu'elle propose, et, euh, et voilà, comme service pour le monde agricole.
Merci Pauline. Bonsoir à tous. Donc effectivement, Battle Karimi, je suis directrice scientifique du bureau d'études Novasol Expert. Donc Novasol Expert, c'est un bureau d'études qui a à peu près 3 ans et qui émane d'un institut public, d'un institut de recherche public qui est l'INRAE. Notre mission, c'est d'accompagner les professionnels et usagers des sols dans la transition agroécologique. Et pour ça, en fait, on utilise des outils, des référentiels et une expertise qui est issue de la recherche académique. Donc, c'est des outils et une expertise qui a été éprouvée, qui a été validée par la recherche. Donc, nos racines, bien sûr, s'inscrivent dans ces instituts de recherche, dont l'INRAE fait partie, et surtout l'UMR agroécologie qui est située à Dijon. Et on a une expertise qui est plutôt centrée sur l'écologie microbienne et les sciences du sol. Donc, en écologie microbienne, c'est difficile de dire qu'on est naturaliste à en parler parce que c'est microscopique, l'observation est compliquée, mais on est quand même expert de l'écologie de tout ce monde microbien qui ne se voit pas. Du coup, les services qu'on va apporter à ces professionnels et usagers des sols, il va s'orienter à la fois sur le diagnostic microbiologique en tant que tel, mais aussi à l'amont sur la conception de stratégie expérimentale pour pouvoir mettre en œuvre ce diagnostic microbiologique de façon robuste et objective. Et un autre service aussi fondamental, c'est l'appui scientifique et technique à la compréhension du diagnostic microbiologique. C'est là où on utilise toute notre expertise pour les agriculteurs, entre autres. Et donc, on a cette expertise scientifique qui va permettre d'évaluer un peu la durabilité des pratiques, d'évaluer la qualité des sols, la qualité écologique des sols. Et on a aussi une expertise en valorisation et surtout en communication. Et ça nous permet de mettre en place des formations pour tous les acteurs des filières, et entre autres des filières agricoles. Voilà. Nous, nos outils vont principalement se baser sur l'ADN environnemental. Donc, on va, à partir d'un échantillon de sol, extraire tout l'ADN du sol et on va aller analyser l'ADN microbien, donc des bactéries et des champignons, grâce à des bioindicateurs qui ont été donc développés à l'INRA et qui ont été certifiés par l'ADEME comme bioindicateurs. Et pour pouvoir interpréter ces bioindicateurs, on utilise des référentiels nationaux, donc à l'échelle vraiment de la France métropolitaine. Et donc, notre expertise derrière va s'appuyer sur les résultats obtenus au cours des 20 dernières années de recherche à l'INRA de Dijon. Merci, Battle. Et du coup, tu as préparé une petite slide pour nous présenter un peu rapidement ce qu'est cette vie microbienne sur laquelle tu travailles. Effectivement, alors très très rapidement, hein, puisqu'on ne va pas trop s'attarder dessus non plus, mais la vie microbienne, c'est assez obscur pour la plupart des gens à quoi ressemblent les micro-organismes. Donc là, je vous ai mis quelques photos, donc à gauche les bactéries et à droite des champignons, donc qui ont des formes différentes, mais pas si différentes que ça. Au final, on a 4 ou 5 formes principales de bactéries. Donc, c'est très compliqué d'aller identifier les bactéries sur une base morphologique au microscope. C'est pour ça qu'on utilise l'ADN, qui nous permet d'être beaucoup plus robuste et beaucoup plus exhaustif sur l'image des communautés microbiennes qu'on peut avoir du sol. Et du coup, il faut savoir que dans 1 gramme de sol, on a quand même une diversité et une abondance qui est quand même assez incroyable en micro-organismes, puisque les bactéries, ça va se compter en milliards d'individus dans ce gramme de sol et en millions d'espèces. Et pour les champignons, ça va se compter à peu près à 1 million d'espèces pour quelques milliers d'espèces, 1 million d'individus pour quelques milliers d'espèces dans ce gramme de sol. Donc, on est sur une biodiversité, une partie de la biodiversité qui est extraordinaire, qui est la plus importante en termes de diversité et de nombre d'individus dans le sol. Merci, Battle. Du coup, Baptiste, je vais te laisser la parole pour présenter le parc naturel régional dans lequel tu travailles et puis en particulier les actions qui mènent sur l'agriculture et l'agriculture durable et la préservation de la biodiversité. Je te mets la petite carte pour montrer où ça se trouve. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc voilà, le parc naturel régional des Caps et Marais de Pâle où je travaille se trouve donc tout au nord de l'Hexagone, dans le département du Pas-de-Calais. Et justement, son territoire couvre voilà, en quelque sorte un triangle entre Calais, Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer, dans lequel on retrouve 80% de la biodiversité du département.
Et ce parc, il a une autre spécificité qui est assez rare pour un parc naturel régional, c'est que 80% de la surface est constituée de terres agricoles. Donc, on a un enjeu considérable pour préserver la biodiversité dans les espaces agricoles, avec déjà des années de travail. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de nombreux axes différents à travers lesquels nous agissons pour relier protection de la biodiversité et production agricole. D'un point de vue économique, on peut citer les paiements pour services environnementaux ou les MAEC, les mesures agroécologiques et climatiques, qui permettent de rémunérer le travail écologique des agriculteurs. En plus de ces accompagnements économiques, nous mettons en place des accompagnements techniques qui permettent de s'approprier les mécanismes agroécologiques pour gagner en autonomie sur sa parcelle. Et cet accompagnement sert donc à ce que les agriculteurs atteignent leurs objectifs, ceux qu'ils définissent eux-mêmes, tout en participant à la préservation de nos écosystèmes. Un premier exemple d'accompagnement technique, c'est le réseau Pâture à Juste qui a été étendu sur le parc depuis plusieurs années. Et une des choses que l'on comprend très vite en mettant en place ces accompagnements, c'est justement qu'il y a encore beaucoup de connaissances scientifiques pour nous, pour tout le monde, à découvrir sur l'agroécologie. Et comme je le suggérais un petit peu plus tôt, il y a sur le parc des agriculteurs qui sont très innovants en la matière, qui rêvent d'aller très loin et très vite, que ce soit des agriculteurs en bio ou en agriculture de conservation des sols. Et ça nous amène à un second exemple d'accompagnement technique, donc le projet Transae qui a été lancé en 2018. Ce projet Transae pour transition vers l'agroécologie, c'est un projet européen qui a été porté pendant 5 ans par un ensemble de partenaires en France et en Belgique, ce qui a permis de réunir des agriculteurs, des éleveurs, des agronomes, des chercheurs, pour que les agriculteurs et les éleveurs innovants bénéficient en fait d'un accompagnement qui réponde à certaines des questions qu'ils soulevaient. Et donc, voilà. Pauline, je pensais que tu voulais me relancer à ce moment-là. Donc, c'est dans le cadre de Oui, ce... pardon, j'avais mon micro coupé et avec mes deux écrans, je n'arrivais pas à le remettre. Ah Mais vas-y, enchaîne. D'accord. Donc, c'est dans le cadre du projet Transae qu'on a été amené à travailler avec Novasol. Et donc, pour préciser quel était notre besoin et comment s'est faite la rencontre, en fait, je peux simplifier un peu la présentation du projet Transae en disant que c'était une sorte de porte sur les rôles du sol, des cultures, des animaux et des arbres dans les exploitations. Et de tous ces piliers, c'était le sol qui était le plus complexe pour nous à étudier. Donc, il y a parmi les personnes qui nous écoutent des gens qui sont beaucoup plus calés que moi sur le sujet, mais je vais quand même présenter les bases parce que je ne connais pas la liste de tous les participants. Donc, je pense que c'est bien aussi pour toutes les retranscriptions après que ce que je dis soit franchement clair pour un grand public. Donc, ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que le sol est complexe à étudier? C'est parce que les évolutions du sol sont loin d'être évidentes. Et l'impact de nos pratiques sur le sol, ce n'est pas évident non plus. Vraiment, en fait, pour le sol, c'est difficile de comparer ce qui est comparable parce que une même culture ne va pas revenir sur un même sol avant un certain temps dans la rotation. Et une fois qu'elle revient, on va observer des changements sur la culture, d'accord, mais ce n'est pas pour autant qu'on sait quelle proportion des changements vient directement de l'évolution du sol et quelle proportion vient des variations climatiques et de tout le reste. Donc, même au-delà de l'impact sur les cultures, l'état du sol en lui-même, il est compliqué à étudier en agroécologie parce que l'agroécologie signifie, dans notre cas, choisir de travailler sur un sol vivant où l'on va retrouver de très nombreuses espèces, comme le pointait Battle juste avant, et avec de très, très nombreuses interactions qu'on est loin de maîtriser. Et donc, au niveau de la fertilité biologique du sol, on faisait déjà au parc naturel régional des observations avec un test bêche, etc., pour un peu étudier les galeries de vers de terre. Voilà, qu'on accompagnait de comptage de vers de terre. On pouvait aussi enterrer des slips en coton pour étudier la capacité des micro-organismes à dégrader la matière organique. Mais tous ces indicateurs, fondamentalement, ils restent franchement indirects. Et les agriculteurs les plus innovants, déjà, ils sortaient de nos référentiels et de ce qu'on était capable d'accompagner. Donc, il y avait un vrai enjeu de comprendre le mieux possible les interactions entre les pratiques des agriculteurs, la vie du sol et le résultat sur les cultures. Et les équipes du syndicat mixte du parc naturel régional ont rencontré Battle lors des Journées mondiales du sol, où Battle présentait des analyses au-delà de ce qu'on savait faire nous, clairement, qui étaient en même temps très claires et opérationnelles. Et justement, un des agriculteurs avec lesquels on travaille était dans une démarche très innovante sur des parcelles de blé. Il réfléchissait à comment apporter de la matière organique sur le long terme sur cette parcelle, et donc c'était une parcelle en agroforesterie, sur laquelle il faisait un retour du bois issu de l'agroforesterie directement sur le sol.
Donc ça, c'était une première expérimentation qu'il portait. La deuxième, c'était le pâturage ovin des couverts d'interculture. Et là aussi, donc, les moutons qui pouvaient restituer au sol directement de la matière organique. Et on s'est dit qu'en fait, Novasol pouvait vraiment apporter quelque chose à cet agriculteur à ce niveau-là. Ok, cette fois je réagis. Merci Baptiste. Du coup, on va rentrer un peu plus concrètement dans le travail que vous avez fait ensemble. Et Battle, tu vas pouvoir nous présenter la méthode que vous avez appliquée et puis c'est celle que vous pouvez répliquer finalement sur les projets sur lesquels vous travaillez. Oui, tout à fait. Donc effectivement, comme le disait Baptiste, on est rentré en contact avec le parc naturel en début d'année 2022, qui a pris contact avec nous. Et en fait, la première étape dans le processus de mise en place de cette collaboration, ça a été d'abord de les écouter, d'écouter leurs questions, leurs besoins, et puis en lien aussi avec les enjeux qui sont en cause. Donc là, dans le cadre du projet, il y a vraiment cette question de fertilité biologique du sol, comment maintenir, comment améliorer cette fertilité biologique dans un contexte d'agroforesterie, sachant que là, ce n'est pas l'effet direct des arbres qui sont en cause, c'est comment l'agriculteur tire un amendement de ces arbres pour enrichir son sol. Et donc, on a eu plusieurs échanges pour discuter vraiment de ce cadre-là par rapport aux motivations aussi de l'agriculteur. Et on a défini une stratégie d'étude. Donc, une stratégie d'étude, qu'est-ce que c'est ? C'est identifier qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut mesurer, quels indicateurs, où, quand, et puis finalement, à quelles questions ça va répondre pour s'assurer que la stratégie d'étude qu'on propose répond bien aux besoins identifiés avant par le parc naturel et par l'agriculteur. Donc, une fois que cette stratégie, on l'a conçue, on en a discuté avec le parc, donc tout ça, ça a été validé ensemble. Et ensuite, on passe à l'analyse des sols, donc à la période de l'année qu'on a convenue étant la meilleure. Donc, les prélèvements ont été faits par le parc. Ils nous ont envoyé les sols et nous, on a mis en place les analyses avec des laboratoires prestataires pour la physique, la chimie, la microbiologie. Sachant qu'on est des experts en microbiologie des sols, mais on a besoin des informations de physique et de chimie des sols pour bien connaître l'habitat dans lequel évoluent les micro-organismes qu'on va étudier et pouvoir interpréter finalement cet état microbiologique au regard de l'habitat sol qui les accueille. Donc, c'est un peu tout ça qui va nous permettre dans un deuxième temps, d'effectuer le diagnostic. Et donc, ce diagnostic, c'est là où on met en œuvre vraiment toute notre expertise dans l'interprétation du diagnostic, sa comparaison à des référentiels, l'interprétation par rapport aux pratiques de l'agriculteur, par rapport au contexte du sol et aussi par rapport aux enjeux. Et finalement, une fois que nous, on a fait ce travail-là en interne d'expertise, on a mis en place avec le parc et l'agriculteur une restitution, au cours de laquelle nous, on a présenté les résultats, on a présenté les connaissances scientifiques qu'on avait pour interpréter ces résultats, et ça a été un échange à la fois avec les membres du parc et l'agriculteur, parce que c'est eux qui connaissent le mieux déjà le contexte régional, le contexte local, et puis l'agriculteur qui connaît le mieux ses pratiques, et aussi sa parcelle d'un point de vue un peu empirique, observationnel, mais malgré tout. Donc, ça a été vraiment une co-construction, finalement, de ce qu'on pouvait tirer de ces analyses de sol, de ce diagnostic, pour derrière réfléchir à comment est-ce qu'on avance, comment est-ce que l'agriculteur avance par rapport à cet essai où finalement on a testé plusieurs modalités d'apport de plaquettes de bois issues des arbres de sa parcelle agroforestière. On a identifié qu'il y avait une dose de plaquettes qui suffisait à stimuler les communautés microbiennes du sol. Et donc, la question est derrière, comment est-ce que j'utilise cette information-là de diagnostic et de résultats au regard de sa pratique pour améliorer mes pratiques, changer mes pratiques, optimiser le travail que l'agriculteur fait. Et donc, avec le parc, on est dans une démarche de continuer à travailler ensemble, à réfléchir justement aux futurs essais qui vont être mis en place.
Ok, et du coup, Baptiste, peut-être avec tes mots sur ces résultats co-construits, pour reprendre ce que disait Battle, qu'est-ce qui vous paraît particulièrement intéressant et peut-être aussi du point de vue des agriculteurs et qu'est-ce que ça ouvre comme perspective pour la suite? Ouais, donc pour répondre à cette question, je vais d'abord en faire le porte-parole en fait de l'agriculteur qui a travaillé avec Battle. Et ce qu'il voulait transmettre, c'est que l'analyse de Novasol le changeait un peu des analyses uniquement minérales qu'il avait eues jusqu'ici et qu'il ressent comme beaucoup plus froide. C'est-à-dire qu'à ses yeux, quand on analyse que les minéraux du sol, on passe à côté de l'essentiel. Et là, il me disait que c'était la première fois que des analyses lui parlaient vraiment parce qu'on étudiait ce que le sol avait de vivant. Donc, pour reformuler, le fait que Novasol analyse en plus l'évolution des populations bactériennes et fongiques dans le sol, c'est vraiment ce qui manquait à cet agriculteur pour étudier l'effet de ces pratiques sur son sol. Et une des choses qu'il a vraiment marqué en travaillant avec Novasol, c'est que selon lui, c'est la première fois que des scientifiques avaient un peu sa façon de penser l'agriculture. Voilà, il s'est senti vraiment écouté par des scientifiques qui avaient une démarche agroécologique qui résonnait avec la sienne. Et ça, en fait, concrètement, ça lui a apporté des choses qu'il peut vraiment mettre en action sur son exploitation, notamment grâce au référentiel utilisé par Novasol, puisqu'il a pu établir qu'il était encore éloigné de 15 à 20% de son objectif. Donc, il nous a dit que ça lui permet de savoir le boulot qu'il lui reste. Ce qui est super intéressant, c'est que sa vision des choses, elle s'est vraiment enrichie. Voilà, ça lui a apporté des connaissances qui lui permettent de savoir quel levier actionner pour atteindre ses objectifs. Et donc, par exemple, le fait que les apports de matière organique se complètent entre matière verte, ligneuse, animale, etc., il a vu dans quelle mesure les apports du bois étaient utiles sur le long terme, tandis que les apports animaux agissaient plus fortement à court et moyen terme. Donc, comme il me le disait, certaines des pratiques portent fruit sur la vie du sol et ça encourage à continuer. À l'échelle du parc naturel régional, cette complémentarité entre les différents types de matières organiques qu'on a découvertes avec Novasol, nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler sur le territoire parce que c'est encore loin d'être autant connu que ça mériterait de l'être vu les leviers d'action que ça donne aux agriculteurs. Et comme je l'expliquais un peu plus tôt, les impacts des pratiques sur le sol et les conséquences des évolutions du sol sont franchement complexes à étudier. Et le travail de Novasol sur l'évolution des populations microbiennes et sur la complémentarité, voilà, ça apporte une vraie clé pour comprendre pourquoi certains agriculteurs sont bloqués dans l'évolution de leur taux de matière organique, par exemple. Et ces clés-là, nous, avant, on ne les avait pas et elles nous apportent de vraies solutions qui peuvent ensuite améliorer la façon dont on aborde d'autres questions. Donc aujourd'hui, l'agriculture biologique ou de conservation des sols, mais aussi on pense que demain, sur les questions d'agriculture régénérative ou de stockage du carbone dans le sol, on pourra mobiliser également ce qu'on a appris aux côtés de Novasol et que ça aura un réel impact. Ok. Et tu m'avais envoyé une photo, je ne sais pas si à ce moment-là que tu voulais la commenter, en tout cas je l'ai mise là. Non, normalement, il y a encore un passage de Novasol avant. Ok, d'accord. Et ben on va la garder pour plus tard. Est-ce que Battle, tu veux compléter sur ces résultats un peu de manière pour généraliser les résultats vus ou est-ce qu'on passe à la suite Bah, enfin, si, en fait, je peux généraliser. Alors, je ne vais pas donner un chiffre, en fait, par rapport parce que l'expérimentation a été menée dans un cadre particulier, sur un sol particulier, dans un contexte climatique particulier. Et là, dans le cadre de cet agriculteur, on a montré, voilà, on a réussi à identifier la dose qui permettait de vraiment de faire un bond en termes de qualité microbiologique sans avoir besoin de mettre des tonnes et des tonnes de plaquettes de bois sur sa parcelle. On n'a pas forcément le même résultat avec la même dose chez un agriculteur, même qui est proche, sur une autre parcelle et un agriculteur qui va avoir d'autres pratiques. Donc finalement, une des petites leçons, et je pense, Baptiste, tu seras d'accord avec moi, une des petites leçons quand même de ce projet, c'est que chaque agriculteur doit être impliqué dans l'évaluation de ses pratiques sur son sol. Faut écouter ce qui se fait autour, mais un agriculteur ne peut pas prendre comme argent comptant une pratique qui se fait par ailleurs comme ça. Donc, il faut vraiment faire des tests et regarder l'impact que ça a sur son sol. Ok. Ben, en parlant de ça, justement, si ces tests, bah, aujourd'hui, on se rend bien compte que ça a un coût et votre accompagnement aussi. Baptiste, du coup, ce travail avec Novasol, comment vous l'avez financé au niveau du parc, là, ce premier travail? Et bien, du coup, donc voilà, le projet Transaid,
dans le cadre duquel on a rencontré Novasol, il était financé par un Interreg, donc c'était bien du financement européen. Et voilà, c'est avec le financement européen qu'on a pu demander la prestation de Novasol. Ce financement-là, il s'est clos en septembre de cette année. Et depuis, en fait, on est dans une phase d'1 an et demi pour prendre du recul sur le précédent projet européen et construire le suivant. Donc, c'est 1 an et demi pendant lequel on est financé par l'Agence de l'eau. Voilà, le parc naturel régional n'a pas de fonds propres. Donc là, c'est l'Agence de l'eau qui permet aujourd'hui de travailler avec Novasol. Ok, d'accord. Et je vais te laisser la parole aussi pour élargir un peu à d'autres initiatives que vous avez. Voilà, quand on a discuté, vous étiez comme nous assez convaincus qu'il faut rapprocher les expertises naturalistes, écologiques et celles des agronomes de votre structure. Donc, comment vous essayez de travailler ça concrètement? Oui, effectivement, comme je l'évoquais lors de la présentation, rapprocher les naturalistes et les agronomes, c'est une nécessité sur notre parc puisqu'on retrouve 80% de la biodiversité alors qu'on a 80% de nos terres qui sont des surfaces agricoles. Donc voilà, ça fait donc des années que nos équipes de naturalistes participent aux questions agricoles et que les agronomes participent aux questions de préservation des écosystèmes. Donc concrètement, les collègues naturalistes, ils accompagnent les contrats Natura 2000, qui sont des contrats proposés pour les propriétaires terriens. Ça permet de rembourser des activités de préservation de la biodiversité sur les parcelles tout en améliorant, j'allais dire, le pouvoir d'achat des agriculteurs qui décident de se lancer. Ah, attendez, j'ai coupé un micro qui traîne. J'essaie de le trouver. C'est bon. OK. Et donc voilà, ces contrats Natura 2000 sont présentés aux propriétaires terriens et permettent d'améliorer un peu le pouvoir d'achat des agriculteurs qui décident de se lancer dans ces contrats. Parce qu'en fait, c'est un travail, par exemple, sur la réouverture des prairies qui pouvaient être sous un roncier. Donc, ça augmente les surfaces du pâturage, il y a l'entretien des clôtures, etc. Pendant ce temps, les équipes agriculture du parc naturel régional gèrent notamment les MAEC, donc, que j'avais cité un peu plus tôt, qui permettent de payer directement les agriculteurs qui ont des pratiques agroécologiques. Voilà, c'est très simplifié. Ce qui est important, du coup, c'est qu'on a une solution européenne qui est portée par les naturalistes pour les propriétaires terriens. Et on a une solution européenne portée par les agronomes pour les agriculteurs sur notre territoire depuis des années. Donc, sachant que ces deux solutions ne sont pas cumulables entre elles, puisque c'est la structure européenne, enfin des financements européens, on voit déjà bien le besoin d'organisation entre naturalistes et agronomes chez nous. Et pour l'instant, on en est à l'étape de se tenir au courant et d'essayer de s'organiser entre nous, mais il y a une réelle volonté de travailler ensemble de façon encore plus poussée, avec des idées comme l'organisation de binômes qui restent à créer concrètement pour l'instant. Et donc, en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que ça fait des années qu'on a un terreau fertile au parc pour le rapprochement des naturalistes et des agronomes. Et ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui ont commencé à pousser dans ce terreau de manière franchement concrète. Donc, sur une partie du territoire, il y avait d'importants conflits entre écologues et éleveurs. Moi, je n'y étais pas. De ce que chacun m'a rapporté un petit peu, il semble que chacun arrivait avec des a priori qui étaient incompatibles. Pendant ce temps-là, du coup, c'est des surfaces sur tout un écosystème qui étaient les premières perdantes de ce conflit. Et donc, derrière, éleveurs comme écologues étaient encore plus en difficulté. Et ça, aujourd'hui, voilà, je pense que toutes les personnes qui assistent à ce webinaire peuvent penser à des situations comparables. Bon, donc il fallait une solution. Et pour cet exemple-là, c'est le travail avec le réseau Pâturajuste qui nous a énormément apporté. Ce travail dans ce réseau a forgé notre vision de ce que pouvait être le travail rapproché des écologues et des agronomes. Donc, pour le présenter un peu plus, ce réseau Pâturajuste, c'est un réseau d'éleveurs, de chercheurs, d'ingénieurs qui travaillent au pâturage des végétations naturelles d'une façon spécifique qui permet de faire émerger de nouvelles connaissances. Ça fait une vingtaine d'années, je crois, que ce réseau améliore nos connaissances sur le pâturage des végétations naturelles. Et mettre en place ce réseau et sa méthode sur le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, ça a vraiment permis de créer un pont entre écologues et éleveurs qui permet aujourd'hui d'organiser une gestion vraiment satisfaisante de ces espaces sensibles. Mais en plus de ça, cette approche agroécologique, elle a d'autres conséquences très intéressantes. C'est-à-dire que déjà, il y a une grande production de connaissances, évidemment, qui sort de cette émulation et qui fait que Pâturajuste est une démarche hyper innovante. Par exemple, on peut penser aux avancées sur la mise en réserve qui permettent aux éleveurs d'avoir beaucoup plus d'autonomie pour atteindre leurs objectifs.
Voilà, et ça, justement, c'est le deuxième point important à signaler, c'est la montée en autonomie des éleveurs, en plus de la montée en compétence de tout le réseau. Donc, les milieux naturels sont devenus au fur et à mesure beaucoup mieux compris par tout le monde, et ça permet aujourd'hui d'avoir une vraie valorisation productive des espaces naturels. Donc, c'est un très bon exemple de cas où l'on arrive à avoir la production agricole et la biodiversité sur un même espace grâce au mécanisme un peu découvert pour nous, chez nous, avec la méthode pâture juste. Et donc, à ce stade, je pense qu'il est un peu important de passer un peu plus de temps sur d'où vient cette méthode et pourquoi elle a marché chez nous. Donc, il y a beaucoup d'articles scientifiques sur le sujet que je suis loin de tous connaître. Par contre, pour résumer ici, je vais prendre le début d'un article de Nathalie Girard écrit en 2014 et qui revient justement en fait un peu sur un point que Battle citait précédemment. Donc, selon cet article, le point central, c'est que depuis la Révolution verte jusqu'à récemment, en fait, la société tout entière avait, de l'agriculteur jusqu'au président de la République, hein, tout le monde était d'accord en fait sur le rôle que était d'accord sur le fait, que le seul rôle de l'agriculture était la production de nourriture. Voilà, c'est très simplifié, mais le dire comme ça permet de communiquer tout de suite qu'on a passé des décennies à organiser la société un peu tout entière pour que l'agriculture ne se préoccupe que de production agricole. Et ça veut dire que c'est les scientifiques en laboratoire établissaient comment avoir les meilleurs rendements possibles, puis un peu on allait chez les agriculteurs en leur disant on va simplifier vos milieux naturels en les remplaçant par des conditions du laboratoire qu'on sait reproduire parce qu'on les a simplifiées. Donc, ce processus de simplification des milieux pour les rendre productibles, pour ça, il fallait des chercheurs et des ingénieurs qui soient dans une position d'enseignement et des agriculteurs qui passent des décennies un peu dans une position étudiante. Donc, évidemment, ce n'est pas à voir comme bien ou mal, c'était juste la façon la plus efficace d'augmenter la production agricole vu que c'était le seul objectif. Simplement, dans l'article en question, ce qui est argumenté, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont priés de continuer de produire de la nourriture, de stocker du carbone pour lutter contre le réchauffement climatique, de participer à la préservation des écosystèmes. L'agriculture doit aussi jouer un rôle social et il faut même produire de l'énergie un peu par-dessus le marché. J'ai sans doute même oublié des points. Donc, ce qui fait que la structure hiérarchique qu'on a passé des décennies à construire juste pour la production agricole, aujourd'hui, elle n'a pas été faite pour tout ça. Et donc, on se retrouve avec des paquets de conflits entre toutes ces demandes qui entrent en contradiction avec le modèle d'organisation dans lequel on grandit, ma génération par exemple. Et donc, puisque nos besoins envers l'agriculture ont évolué, voilà, c'est maintenant notre organisation sociale qui évolue. Et cette nouvelle organisation sociale, elle dépend de notre capacité à créer des relations plus horizontales entre agriculteurs, agronomes et écologues. Parce qu'à chacune de ces positions, on découvre des pièces du puzzle différentes. Et c'est en jouant sur la complémentarité et les contradictions entre les connaissances écologiques locales et les connaissances scientifiques qu'on avance très vite sur de nouvelles découvertes. Voilà, c'est un peu ça le bouillon dans lequel on est au parc grâce au réseau de type pâture à juste, c'est-à-dire des réseaux qui cherchent à être des solutions pour innover très efficacement vers les nouvelles directions qu'on demande que l'agriculture prenne. Et alors, là où tout ça enrichit en fait le sujet de ce webinaire, c'est qu'au fur et à mesure de travailler sur Pâture à juste, les agents du parc naturel régional ont voulu réutiliser le même fonctionnement de cette méthode qui était faite pour le pâturage des végétations naturelles pour créer un réseau avec un fonctionnement comparable sur les questions d'auto-fertilité du sol, c'est-à-dire un peu que toutes les questions qui se posent en agriculture sur la gestion agroécologique des sols. Et ça, ce début de réseau, on est en train de commencer à le mettre en place en ce moment, notamment avec Novasol. Et la raison pour laquelle on peut avancer avec Novasol là-dessus maintenant, c'est parce qu'on a déjà pris le temps de se rencontrer et de travailler ensemble sur les expérimentations. Donc voilà, la question, elle portait sur les bénéfices à rapprocher des naturalistes et des agronomes. Et maintenant que j'ai présenté un peu tout ça, je pense qu'il apparaît relativement clairement que c'est ce rapprochement pendant des années qui nous sert au parc vraiment maintenant de terreau pour faire émerger les innovations et les avancées techniques et scientifiques avec lesquelles co-construire une agriculture qui réponde aux nouveaux enjeux qu'on attend envers l'agriculture. Merci Baptiste. Et je suis désolée, je reste sur cette petite photo là que tu n'as pas encore commentée. C'était là ou tu veux le garder pour le mot de la fin? Je l'ai mis là. On t'entend plus. Tu as coupé ton micro. Ouais. Pardon, je ne sais plus quand est-ce qu'on avait dit de la mettre, mais effectivement, donc c'est une illustration en fait de la parcelle de l'agriculteur qui a travaillé avec Battle, où on voit du coup à la fois l'agroforesterie à côté,
Voilà, et le pâturage au vin découvert. Donc ça aurait fait, je ne sais plus à quel moment on avait décidé de la mettre, désolé, effectivement. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Battle, pareil, je vais te laisser un peu ouvrir sur d'autres exemples de. On t'entend plus, Pauline. Comme dit Baptiste. Ah bah c'est. Je pense. Je crois que c'est Internet qui bug un peu. Ah. Attends. On va basculer sur mon micro, mais elle va être un peu plus lente peut-être. Ouais, du coup, je suis en face de mon collègue qui a suivi le webinaire. Louis, je te laisse la main sur ouvrir sur d'autres projets, d'autres exemples de projets un peu similaires sur d'autres types de cultures où vous menez un peu la même démarche pour montrer ce qui est possible de faire et que c'est applicable dans toute Merci, situation. Pauline. Alors, les projets que j'ai choisis, c'est pour un peu illustrer le fait que ce qu'on a mis en place avec le PNR, finalement, on peut le mettre en place avec différents acteurs du secteur agricole, que ce soit des instituts techniques, des coopératives, des associations qui vont animer des groupes d'agriculteurs. Donc, c'est vraiment une démarche qui peut être généralisée, quelle que soit la structure qui travaille en lien avec les agriculteurs. Donc là, je vous présente un projet qu'on a mis en place avec l'Institut français de la vigne et du vin, donc un institut technique, depuis 2021 sur une question qui est assez importante, qui est les alternatives au désherbage chimique. Donc, on cherche à sortir du désherbage chimique, donc le glyphosate. Par contre, on sait que le désherbage mécanique, ça a des impacts assez forts sur la biodiversité du sol, sur les vers de terre, sur les micro-organismes. Et donc, la question, c'est de réussir à trouver une alternative qui soit moins impactante, voire pas impactante sur la biodiversité du sol. Et c'est un peu l'objectif de ce projet où on teste le désherbage électrique et le biocontrôle en parallèle du désherbage chimique et du désherbage mécanique. Et on est allé regarder, on allait suivre donc différents pans de la biodiversité du sol, donc avec les vers de terre et les micro-organismes. Et ça, on a voulu le faire bien parce que c'est un projet qui va apporter beaucoup de réponses à des agriculteurs qui commencent à s'intéresser un petit peu au désherbage électrique, qui se posent des questions. Parce que le désherbage électrique, pour vous expliquer très rapidement comment ça se passe, donc vous voyez la machine qui est sur la photo, en gros, elle passe dans la parcelle et puis elle injecte de l'électricité dans le sol pour aller brûler les racines des adventices. L'effet sur les adventices est quasiment instantané. Donc, imaginez-vous l'électricité qui passe dans le sol, l'impact que ça pourrait avoir sur la vie du sol, sur les organismes vivants du sol. Et donc, c'est un peu ce qu'on allait voir. Et on s'est posé la question d'un impact à court terme, donc juste après le désherbage, un impact à moyen terme, donc après 1 an avant un nouveau désherbage, et puis l'impact à long terme au bout de 2, 3, 4 ans. Donc, le projet dure 4 ans. Et pendant ces 4 années-là, on suit la biodiversité du sol et on suit également la santé de la plante, la santé du végétal sur la vigne. Donc là, on en est à l'heure actuelle à la 2e année. Donc, je ne vais pas vous dévoiler des résultats en avant-première. Il faudra attendre 2024. Mais en tout cas, c'est un projet qu'on a monté avec un institut technique et qui répondra à toute la filière et au-delà même de la filière, parce que ces résultats-là qui seront vrais pour la filière viticole le seront aussi en grande culture, le seront aussi pour toutes les filières agricoles qui ont en tête potentiellement d'appliquer du désherbage électrique. Et on teste aussi le biocontrôle, bien entendu. Donc ça, c'est un premier type de partenariat avec une structure sur un projet. On a du coup un deuxième type de partenariat. Donc ça, c'est un projet qu'on a eu en 2021 en collaboration avec Noé et une coopérative céréalière du groupe Agatha, sur lequel donc, on a mis en place notre diagnostic de la qualité microbiologique des sols sur un petit réseau de 10 parcelles, sur lequel on a appliqué tous nos indicateurs. Donc, on a 4 indicateurs principaux, la biomasse microbienne, qui est appelée BMM dans le tableau, l'équilibre champignon sur bactéries, donc c'est appelé F sur B dans le tableau, la diversité bactérienne, la diversité en champignons. Et on fait un bilan avec ces 4 indicateurs. Donc là, à gauche, je vous ai présenté un résultat qui est celui de la biomasse microbienne, et donc ça se représente sous la forme d'un curseur
sur lequel on a une valeur de référence qui est calculée à partir des paramètres pédoclimatiques de la parcelle, de chaque parcelle spécifiquement, grâce à notre référentiel et à nos outils de diagnostic. Et donc, on peut positionner la valeur mesurée pour chaque parcelle par rapport à sa propre valeur de référence. Donc là, sur les 10 parcelles, on voit qu'on a à peu près 50%, donc 5 parcelles sur 10, qui a un diagnostic de biomasse microbienne dans le vert. On en a 3 qui sont dans l'orange, donc c'est un peu à surveiller, et 2 qui sont dans le rouge, où c'est un peu critique. Donc ça, c'est un de nos indicateurs, mais on fait la même chose pour nos 4 indicateurs. C'est ce qui est résumé dans le tableau à droite. Et au final, on voit que dans notre bilan, on a quand même la moitié des parcelles qui sont dans un état satisfaisant, qui sont dans le vert. Je prends la dernière colonne du tableau, et la moitié des parcelles qui sont dans un état orange, donc à surveiller. En tout cas, là, sur ce petit réseau de parcelles, on n'avait pas de parcelles dans un état écologique du sol critique. Donc, ce qui était déjà une première bonne nouvelle. Et après, on a poussé un petit peu plus loin, parce que c'est intéressant d'avoir le diagnostic, mais ce qui est le plus intéressant pour les agriculteurs, c'est d'aller voir les pratiques qui sont derrière, celles qui peuvent être intéressantes à mettre en place et celles qui peuvent être intéressantes peut-être à délaisser. Donc, on a analysé un petit peu l'ensemble des pratiques qui avaient été enquêtées. Là, je vous ai mis un résultat, c'est sur le couvert hivernal. Et en fait, on se rend compte que les parcelles qui avaient un couvert hivernal qui était présent et aussi qui était satisfaisant, finalement, présentaient une qualité microbiologique qui était quand même meilleure dans l'ensemble, puisqu'on a 4 parcelles sur 5, donc à droite, qui est dans le vert. Et par contre, quand il n'y avait pas de couvert hivernal, on avait toutes les parcelles qui étaient plutôt dans un état à surveiller. Voilà. Et un dernier exemple très concret sur... Voilà. Un dernier exemple très concret sur le test d'une nouvelle pratique que l'exploitant a voulu mettre en place. C'est dans un contexte viticole de mise en place des engrais verts dans les interrants. Donc là, c'est une expérimentation qui a été menée par Rémi Martin. Donc Rémi Martin, domaine viticole, pour lesquels tous les viticulteurs associés sont en HVE. Et c'est un peu dans cette démarche HVE qu'ils se sont posé la question de l'impact des engrais verts sur la fertilité de leur sol, à la fois la fertilité chimique, en lien avec le carbone et l'azote, et la fertilité biologique. Donc, l'essai a été lancé en 2016, et puis en 2019, donc ils ont fait des mesures tous les ans au niveau de la chimie du sol. Et puis en 2019, ils se sont rendus compte que la chimie ne bougeait pas trop. La quantité de carbone organique dans le sol, l'azote ne bougeait pas trop. Et du coup, ils ont fait appel à nous pour voir s'il y avait quelque chose au niveau de la microbiologie. Et donc, on a fait des mesures, on a appliqué nos outils. Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, au niveau du diagnostic carbone, ça ne change pas. Entre un enherbement spontané, qui est l'enherbement mis en place historiquement sur les parcelles, et des enherbements type engrais vert. Donc là, il y avait 2 types testés. Il y avait la févrole et un mélange de Vessavoine. Par contre, ces engrais verts ont eu un effet assez stimulant pour la biomasse microbienne, puisqu'on voit que tous les réplicas qui ont été prélevés au terrain, donc il y a eu 3 réplicas par modalité, sont passés dans le vert dans le cas des engrais verts, alors qu'ils sont dans cet espace un peu à surveiller pour l'enherbement spontané. Donc là, c'est un peu une démonstration déjà de l'intérêt des engrais verts pour l'agriculteur, pour le viticulteur, pardon, et un peu une validation qu'il peut appliquer cette pratique sur l'ensemble de ses parcelles. Et pour nous, c'est intéressant puisque ça montre que regarder la biodiversité du sol, ça apporte vraiment des informations complémentaires à ce qu'on regarde classiquement au niveau physico-chimique. Merci, Bazel. Couper le micro parce que j'ai un problème là de son. Hop. Et peut-être avant qu'on passe au mot de la fin, au niveau du coup, tout ça, on a déjà un peu parlé en demandant à Baptiste comment vous avez financé, mais en fait, les technologies que vous utilisez, elles sont encore assez chères, et c'est vrai que le prix d'une analyse peut paraître cher comme ça quand on communiquait les prix. Comment aujourd'hui les structures avec lesquelles vous travaillez arrivent à les prendre en compte, et comment vous imaginez un peu le modèle économique court, moyen terme, je ne sais pas. Alors effectivement, c'est des analyses qui sont un peu plus chères que les analyses classiques faites sur la physico-chimie, par exemple. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est au-delà de la simple analyse laboratoire. Là, on a l'analyse laboratoire qui coûte déjà un petit peu plus cher, et en plus, par-dessus,
il y a vraiment cette formulation en tant que diagnostic avec l'utilisation de référentiels. Ces curseurs-là, en fait, vous ne pouvez pas les avoir avec n'importe quelle mesure standard de vie du sol ou même de physico-chimie. Donc, nous, il y a vraiment des outils qui ont été développés par l'INRAE, entre autres, de standardisation de méthodologie, de standardisation d'amélioration de l'interprétation de ces analyses-là, de création de référentiels, de modèles prédictifs aussi, qui fait qu'effectivement, quand on fait appel à nous, on paye l'analyse plus l'expertise qui va avec, bien entendu. Et donc, étant donné le coût, généralement, ce n'est pas un agriculteur, surtout en grande culture, tout seul qui va faire appel à nous. Généralement, ça va plutôt être un groupe d'agriculteurs qui va être animé, comme je le disais tout à l'heure, par une association, par une chambre d'agriculture, par une coopérative, qui va faire appel à nous parce que déjà, d'avoir plusieurs agriculteurs, donc un peu plus d'analyse, ça nous permet de réduire un petit peu les coûts. Et puis, ça permet d'aller chercher des financements en dehors d'un financement propre de l'agriculteur. Comme par exemple, le disait Baptiste, l'agence de l'eau finance ce genre d'études-là. Ce n'est pas les seuls, hein, mais c'est un des types de financeurs. Au niveau du modèle économique, en fait, c'est assez compliqué. Et ce qu'on sait, c'est que plus il y aura de demandes et plus les coûts vont diminuer. À l'heure actuelle, on voit qu'il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de gens intéressés, mais la demande n'est pas encore suffisante pour qu'on puisse réduire les coûts absolument. Les coûts réduiront au niveau des analyses. L'expertise, ça va être difficile de réduire les coûts parce que c'est un temps humain qu'on passe sur le diagnostic, sur l'interprétation, sur du temps de restitution avec les agriculteurs. Par contre, les coûts pourront baisser au niveau des analyses laboratoires si la demande, elle augmente. Cette fois, je réactive mon micro. Je pense que les questions d'Internet sont à peu près réglées. Et merci beaucoup. Baptiste puis Batole, je vais vous laisser un dernier petit mot si vous voulez faire une petite conclusion, passer un message à notre auditoire avant qu'on ouvre la session de questions-réponses. Vas-y Baptiste, je te laisse la main. Merci beaucoup. Donc voilà, pour le mot de la fin, je pense que c'était important de revenir sur les avancées de fertilité biologique qui sont réalisées grâce au travail de Novasol sur le parc. Alors voilà, toujours pour rester grand public, je vais juste revenir rapidement sur le fait que la fertilité du sol, je parlais de fertilité biologique tout à l'heure, il y a aussi les fertilités physiques et chimiques. Et donc, pour relier à ce que je disais un peu plus haut, les fertilités physiques et chimiques sont celles qui ont été les plus étudiées dans les décennies précédentes parce que c'est celles qui sont les plus faciles à répliquer ailleurs. Battle Karimi l'exprimait très bien, c'est-à-dire que la fertilité biologique, on ne peut pas la reproduire d'une parcelle à l'autre. Et alors que en fait, ces trois fertilités sont vraiment complémentaires. La fertilité biologique a un vrai rôle sur la fertilité physique et sur la fertilité chimique. Et donc, là-dessus, ça nous permet en fait de revenir sur les nouvelles attentes qu'on a envers l'agriculture. Et c'est pour ça que je voulais laisser en fait notre mot de la fin à nouveau à l'agriculteur qui a travaillé directement avec Battle. Et du coup, pour dire que de son point de vue, grâce au travail qu'on a réalisé ensemble, l'autofertilité de son sol est beaucoup mieux lancée, ce qui à terme représentera pour lui des économies considérables une fois qu'il aura atteint ses objectifs. Et donc, il tenait à partager qu'il avait enfin trouvé des scientifiques avec lesquels vraiment avancer sur cette fertilité biologique qui est un véritable soutien pour sa fertilité physique et chimique. Et c'était cette rencontre avec des scientifiques qui partageaient la même vision que lui, une vision vraiment agricole en fait de l'agroécologie. Avec les conclusions claires de Novasol qui lui permettaient de gagner l'autonomie qu'il recherchait pour améliorer son exploitation et sa production agricole sur le long terme. Merci d'avoir recueilli ces propos du producteur qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Battle, je te laisse ton petit mot de la fin aussi. Alors, comme petit mot de la fin, je vais revenir sur le fait qu'on n'attend pas une qualité microbiologique ou même biologique identique de tous les sols. Chaque sol a son potentiel et chaque sol ne pourra exprimer
que son potentiel, un peu mieux, et c'est ce qu'on souhaite, mais en tout cas, il y a un potentiel. Et d'un sol argileux ou d'un sol sableux, on n'attendra pas la même chose en termes de biodiversité. Et du coup, l'impact des pratiques ne sera pas le même non plus par rapport à ce pool initial qu'on a, ce potentiel initial qu'on a, et par rapport au type de sol. Et c'est pour ça que finalement, ces démarches d'aller mesurer pour pouvoir évaluer les pratiques et pouvoir avancer dans le choix, mieux orienter ses choix, il est important, c'est que quand on parle du vivant, on est sur du cas par cas. Voilà. Okay. Merci. Eh ben, on va ouvrir la séance de questions-réponses. J'ai déjà 2 questions dans le chat et après, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi lever la main pour que je vous laisse activer le micro aussi si vous voulez le poser à l'oral. C'est aussi tout à fait possible et le plus convivial. N'hésitez pas. Alors, je pense que ça va être pour toi, Battle, mais si jamais vous faites des choses, Baptiste, n'hésite pas. Une première question qui demande si vous n'avez pas d'approche sur les mycorhizes en quantité et qualité de mycorhisation. Alors, les mycorhizes sont inclus dans le compartiment fongique qu'on étudie, mais nous, en fait, on est vraiment sur une vision des communautés écologiques globales des micro-organismes, et on ne va pas les cibler que les mycorhizes, ni en quantité ni en qualité. Du coup. En tout cas, pour l'instant, on ne le fait pas. On a un bureau d'études qui est relativement jeune, donc potentiellement notre tableau de bord d'indicateurs va se développer en fonction aussi des intérêts qu'il peut y avoir de la part des agriculteurs. En tout cas, à ce jour, on ne le fait pas. Okay. Alors, moi, la question, c'est parce que le lien entre l'agroforesterie et vos études, entre l'arbre et les sols agricoles, c'est comme, je pense, qu'il passe par là quand même. Alors, en partie, mais il y a beaucoup d'autres choses dans l'agroforesterie qui vont avoir un impact, qui vont apporter des choses au sol et à la microbiologie du sol. Et une de ces choses-là, c'est la matière organique qu'apporte l'arbre, au final. Les mycorhizes, c'est vraiment une partie des communautés microbiennes. Et effectivement, l'arbre va encourager, va améliorer cet état mycorhizien du sol. Mais si on ne regardait que le volet mycorhize, finalement, s'il n'y avait que ça, on n'observerait pas les bénéfices qu'on observe à l'heure actuelle de l'agroforesterie si on n'avait que que l'entrée mycorhize. Il y a la matière organique, il y a aussi tout ce qui est microclimat qui est permis grâce aux infrastructures agroforestières. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait que l'agroforesterie, c'est intéressant, c'est bénéfique et ça peut apporter des résultats. Ok. Et juste, je n'ai pas demandé de vous présenter, il y a votre nom, mais la structure où vous êtes, elle est en abréviation. Du coup, Séverine Lebeau, je n'ai pas su déchiffrer. Ah, Séverine Lebeau, je suis chargée de mission à la Chambre interdépartementale du doux territoire de Belfort. Okay. J'ai un mi-temps en agroforesterie sur le doux territoire de Belfort et un mi-temps en trophiculture sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Et j'ai notamment travaillé sur tout ce qui était expérimentation scientifique. Donc, on travaille avec Marc-André Sellos, Claude Murat, tous ces gens-là. Daniel Vip, voilà. D'où mon approche mycorhize. Et nous, on a mis en place une expérimentation financée par l'Agence de l'eau pour voir l'impact sur les sols karstiques chez nous. Et justement, on a cette approche mycorhize avec le laboratoire Spiral. Et Armel Golotte qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Voilà. Oui, tout à fait. Ok, merci pour cet complément. Et n'hésitez pas, oui, au-delà des questions, s'il y a des personnes qui veulent aussi témoigner d'autres initiatives similaires, on a le temps. Je prends les questions dans l'ordre de Thomas Saint-Antonin, donc Chambre départementale d'agriculture 41, je ne connais pas par cœur. Et qui demande si les référentiels avec les seuils critiques et les valeurs de référence de biomasse microbienne sont en accès libre ou pas. Alors non, elles ne sont pas en accès libre. Nous, on paye une licence d'exploitation à l'INRAE pour pouvoir avoir accès à ces référentiels. Il y a des cartes de France de biomasse microbienne mesurées qui existent, qui sont diffusées. Alors, vous allez en trouver sur Internet. Il y a aussi l'Atlas français des bactéries du sol qui existe avec ces cartes-là. Donc, ces cartes-là servent de base de données
de base de données qui nous a servi pour construire des modèles prédictifs pour calculer les valeurs de référence. Donc, on va dire c'est la donnée de base. Derrière, les valeurs de référence se calculent vraiment pour chaque parcelle selon les paramètres physico-chimiques, alors selon le pH, la granulométrie, la quantité de carbone, enfin voilà, certains paramètres. Et du coup, ça se calcule vraiment par rapport à l'endroit, enfin voilà, au sol qui a été prélevé au terrain pour faire la mesure. Ok. Arthur Escala, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Vous avez levé la main. Allô, oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, super. Merci pour cette présentation. Je suis arrivé un peu à la bourre, désolé. J'ai bien aimé la fin de la présentation de Madame Karimi. Première question, est-ce qu'il y aura possibilité de revisionner la vidéo pour les gens qui commencent à arriver à la bourre? Tout à fait. Super, donc ça lèvera pas mal de questions. Moi, je suis un maraîcher en installation, en maraîchage diversifié, anciennement écologue microbien. Et j'ai connu les travaux de Madame Karimi, notamment avec ses articles sur les interactions microbiennes et les bioindicateurs tirés des réseaux d'interaction. Donc, j'imagine que c'est ça un peu dont vous avez parlé en termes de bioindicateurs. J'ai raté le début, donc je ne sais pas. Alors non, je n'ai pas parlé des réseaux d'interaction, j'ai parlé des indicateurs de biomasse moléculaire microbienne, de l'équilibre champignon-bactéries, de la diversité en bactéries et de la diversité en champignons. Parce que les réseaux d'interaction, effectivement, c'est quelque chose, c'est des indicateurs qui sont, enfin, ce n'est pas encore des indicateurs, c'est des outils qui sont encore en phase de recherche et qu'on espère à un moment donné finaliser et rendre opérationnels en tant qu'indicateur au terrain. D'accord. Bon, ça m'amène à la deuxième question, qui était savoir s'il y avait des études en cours ou à venir, justement, sur les relations pratiques culturelles, diversité microbienne au sens, comme on la connaît, spécifique, phylogénétique ou réseau d'interaction, etc. Et le fonctionnement du système en termes de rendement des plantes, résistance à des maladies, des choses comme ça. Et je voulais savoir s'il y avait des études comme ça en cours ou à venir, si éventuellement, s'il y en avait, comment on pourrait essayer de participer en tant que ferme pilote ou j'en sais rien, ce genre de choses. Voilà. Au niveau viticulture, il y a un projet qui s'appelle Ecovitisol qui a commencé en 2019, qui a été mené pour l'instant en Bourgogne du Nord, Bourgogne du Sud, en Alsace, et qui va s'étendre à toute la France dans les années à venir. Mais ça, c'est en viticulture du coup, où il y a vraiment l'impact des pratiques qui est étudié sur la microbiologie du sol dans les différents territoires viticoles de France. Après, le lien avec la santé de la plante, le rendement, n'est pas fait. Parce que c'est très compliqué de faire un lien très direct entre la qualité microbiologique et la santé de la plante, sachant qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, et dans ces intermédiaires, il y a les pratiques, mais il y a aussi les conditions climatiques, en viticulture, les millésimes, etc. Donc, c'est assez compliqué, mais c'est clair que ça va être un des enjeux de la prochaine décennie en termes de recherche, de faire le lien entre la qualité microbiologique du sol ou la qualité biologique de façon générale du sol, les pratiques et puis les rendements ou la qualité du végétal, que ce soit en vigne ou sur d'autres questions. Nous, au titre de notre bureau d'études, on est en train de réfléchir à un projet potentiellement avec une filière agricole sur la pomme de terre pour aller dans ce sens-là. Après, pour intégrer des réseaux, moi, je ne peux que vous conseiller de contacter l'INRA pour voir si vous êtes en maraîchage. Je ne suis pas sûre que l'INRA ait de projet en maraîchage, mais vous pouvez toujours tenter de contacter Lionel Rangeard pour voir si, s'il a quelqu'un. Voilà. Il était dans la salle. Voilà. Je crois qu'il est parti, je ne le vois plus. En preuve de ce genre de choses. On pourra vous passer les coordonnées si vous voulez. Ok, merci. Ouais, pas de problème. Je continue les questions. Donc, on passe à Morgane Laporte de l'Agence régionale biodiversité Bourgogne-Franche-Comté. Je devine le sigle, mais je pense que c'est ça. Et elle demande si vous faites de la sensibilisation auprès des apprenants agricoles. Donc, je pense qu'on parle des étudiants ou seulement des agriculteurs en activité. Alors, effectivement, on aimerait bien en faire. On a été contacté, on a déjà discuté pas mal avec des lycées agricoles, typiquement chez nous à Quetigny.
La difficulté, c'est qu'on reste un bureau d'études et qu'en fait, les financements ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait nous payer, puisque les financements des lycées est quand même assez faible pour des intervenants extérieurs. Mais par contre, on a conscience de l'importance d'intervenir aussi auprès des apprenants agricoles le plus tôt, en fait, dans les formations, pour que ce soit directement, ces notions de sol, de qualité biologique du sol, de biodiversité des sols, ce soit directement intégré dans les modes de réflexion des pratiques dès la mise en place, finalement. C'était une des conclusions du premier webinaire qui était plutôt sur la partie entomologie. Et ouais, c'était des compétences, même des connaissances particulières qu'il fallait commencer à infuser assez tôt. Morgane, vous levez la main pour compléter votre question peut-être? C'était surtout, merci d'avoir répondu, bien vu pour RB Bourgogne-Franche-Comté. Effectivement, du coup, j'avais pas compris que Madame Karimi venait de Quetigny, qui est tout près de chez nous. Oui. C'est vrai que j'ai posé la question parce qu'effectivement, au sein de l'Agence régionale de biodiversité, on se demande actuellement comment sensibiliser l'agriculture, enfin la biodiversité auprès des agriculteurs. Et on est en train de fortement réfléchir à l'entrée justement via les lycées agricole, et la thématique qu'on vient d'aborder est plus qu'intéressante, et je pense qu'au niveau de la sensibilisation, ça peut être vraiment une porte d'entrée très intéressante. En tout cas, merci. On était vraiment partis pour collaborer, et puis le frein, ça a vraiment été le frein financier pour le coup. Ouais, ok, d'accord. Vous pourrez leur montrer l'enregistrement à minima du webinaire. Ça sera déjà pas mal. Ouais. Baptiste, on n'en a pas du tout parlé, mais pas forcément sur ces sujets-là, mais est-ce qu'il y a des lycées agricoles sur le territoire du parc? Vous travaillez déjà avec des lycées agricoles ou pas du tout? C'est par curiosité. Oui, alors juste à côté là, de Saint-Omer, il y a effectivement un lycée agricole. Alors, je n'ai pas forcément leur autorisation pour en parler sur ce webinaire, donc je ne me sens pas forcément à l'aise de le faire. Et en tout cas, voilà, on compte travailler avec eux effectivement sur les questions qu'on soulève aujourd'hui avec Novasol. Pour l'instant, ils ne sont pas intégrés dans la boucle parce qu'on n'est pas encore assez avancé, mais on est déjà voilà, en lien avec eux, quoi. Ok. Je prends la question de Florence sur le chat et après, Séverine, je vous donne la parole. Et du coup, qui demandait si Battle, tu pouvais développer davantage sur les techniques de biocontrôle sur le désherbage. Est-ce que tu peux? Alors, j'ai pas énormément Oui, j'ai pas énormément d'éléments. Là, au niveau du biocontrôle, ce qui est utilisé, c'est le Beluga. Tout seul, donc voilà, il n'y a pas de complément, par exemple, avec un désherbage mécanique associé, etc. Voilà, donc c'était vraiment pour voir s'il y a vraiment un effet moins délétère ou pas, sachant que c'est pareil, on a assez peu d'informations globalement sur l'impact de tous, que ce soit pour les herbages ou autre chose, sur les produits de biocontrôle, sur la biodiversité du sol, en fait. Donc, ça sera aussi de nouvelles réponses à des questions que beaucoup se posent. Oui, sur la biodiversité du sol et même au-delà des fois. Oui, allez-y, pardon. Oui, en fait, la question, c'était vraiment plus, en fait, c'est quoi le biocontrôle? C'est peut-être un peu naïf, mais je ne sais absolument pas. Même le BMK, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Alors, en fait, les produits de biocontrôle, ce sont des produits phytosanitaires qui sont d'origine biologique et pas chimique, contrairement à la plupart des produits phytosanitaires qui sont utilisés. Et donc, les produits de biocontrôle, normalement, sont soumis à autorisation de mise sur le marché et sont très réglementés aussi. Ce n'est pas du tout mon domaine de spécialité, donc je vous ai donné toutes les informations que j'avais en main. Donc, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a plus d'informations dans les personnes qui sont connectées. Vas-y. J'ai mon collègue qui va intervenir. Oui, en fait, le biocontrôle, c'est tout ce qui vient des organismes vivants, notamment certains micro-organismes ou molécules qui produisent, qu'on peut utiliser. Certains éléments minéraux peuvent rentrer dedans, notamment le soufre, mais pas le cuivre. Et tout ce qui va être utilisation d'auxiliaires vivants, ça rentre aussi dans le biocontrôle. Typiquement, lâcher des insectes prédateurs, ça fait partie du biocontrôle pour manger des ravageurs. Des choses comme ça. Ou par exemple, les huiles essentielles. Là, sur notre projet, ouais. ce qui est utilisé, c'est une huile essentielle, en fait. Ouais.
Et donc, la plupart de ces produits sont autorisés en agriculture biologique. C'est un peu souvent le raccourci qui est fait, mais ce n'est pas forcément toujours. Ok, merci. Séverine, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. Oui, ben, j'ai un petit peu dans la suite de la question. Du coup, qu'est-ce qu'on peut préconiser à nos agris en termes d'alternatives au désherbage mécanique? Bah, écoutez, en 2024, je vous dirais si le désherbage électrique, c'est pas mal. Très honnêtement, je n'ai pas de réponse à votre question. Je pense que le choix entre le chimique et le mécanique va dépendre du type de sol, parce qu'en fait, la vulnérabilité d'un sol ne sera... Enfin, comment dire, chaque sol n'est pas vulnérable de la même façon au désherbage mécanique ou au désherbage chimique. Et en fait, là, c'est un peu la question entre la peste et le choléra. Ce qu'on sait, c'est que sur la microbiologie du sol, s'il fallait classer hiérarchiquement l'impact des pratiques, ce qui fait le plus de mal, c'est le travail du sol. Voilà. Il y a les travaux de Noémie Pousse aussi là-dessus, qui vont sortir. Oui, qui en partie existent aussi. Oui. Ouais. Donc voilà. Et vous n'avez pas de retour, parce que j'avais entendu dire là qu'en BFC, on avait des essais avec des désherbants à partir d'orties, de choses comme ça. On a des retours ou pas? Alors, non, moi, je n'ai pas de retour, moi. D'accord. Ok, merci. Ok. J'ai plus forcément de questions dans le fil. On finit un peu en avance, mais l'autre fois aussi, c'est juste qu'on ne préfère pas créer de frustration s'il en reste. N'hésitez pas à lever la main. Sinon, en attendant, si jamais vous êtes à nouveau inspiré, j'ai mis les contacts des intervenants ici. Je vous ai remis le lien vers l'annuaire, notre annuaire de naturalistes, dans lequel Battle est inscrite et où vous trouvez aussi d'autres personnes qui peuvent avoir... Sur la question de la vie du sol, il n'y en a pas énormément, mais il y en a un petit peu, mais sur plein d'autres sujets. Et du coup, vous pouvez faire un tri géographique par type de compétences naturalistes, comme j'expliquais tout à l'heure. Voilà. Et en termes du coup, de livrables, comme je le disais, l'enregistrement il sera mis en ligne, le support de présentation aussi, et puis on va faire une petite synthèse écrite de quelques pages aussi qui permet de pas forcément tout réécouter et de cibler un peu aussi ce qu'on recherche comme information. Voilà, faut juste patienter. Je pense qu'on publiera ça à la rentrée, mais si vous avez des urgences pour réécouter l'enregistrement, vous pouvez me faire signe et je pourrais vous l'envoyer, mais un peu en version brute, pas trop retravaillée. Voilà. Écoutez, j'ai plus de questions, donc je vais vous libérer. On va pouvoir finir un peu plus tôt. Merci beaucoup, Baptiste et Battle. Voilà, notre session de webinaire se termine. Je pense que ça a eu pas mal de succès, donc on va essayer de réitérer l'année prochaine. Donc, si d'autres personnes ont des suggestions de sujets, n'hésitez pas, ça nous inspirera. Merci, bonne soirée à tous.